Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous de l'ANR sur l'outil Oasis, qui est un outil de reporting scientifique à destination des responsables scientifiques des projets soutenus par l'ANR. Ok, au programme aujourd'hui, donc moi, Florencelle, je vais vous parler du fonctionnement d'Oasis. Et pour compléter cette description du fonctionnement d'Oasis, on va avoir Laurent Racinou de l'INIST du CNRS qui va nous présenter le modèle structuré du PGD dans DMP Opidor et la fonctionnalité de partage avec l'ANR. On aura aussi mes collègues de la direction de la stratégie numérique et des données de l'ANR qui vont vous parler donc, des jeux de données et de l'exploitation des PGD. Donc ça sera la partie de Nicolas. Et Juliette va vous présenter les productions dans HAL. Et enfin, pour terminer, on aura un petit aperçu de ce qu'on fait des données collectées avec Oasis par Maya Neouz du pôle bilan études de la DSD à l'ANR. Donc, les principes directeurs de l'outil sont, dites-le nous une fois, cet outil a été conçu pour être destiné aux responsables scientifiques des projets soutenus par l'ANR dans son plan d'action. En effet, les responsables coordinateurs et partenaires des projets vont pouvoir venir saisir en ligne, au fil de l'eau, les avancées et les retombées du projet. L'incarnation de principe, dites-le nous une fois, est que Oasis va aller chercher automatiquement des renseignements qui ont déjà été déclarés à propos des projets financés par l'ANR. Donc vous voyez là les sources qui permettent de remplir automatiquement une partie du contenu d'Oasis. Donc on a le système d'information métier de l'ANR, où on a toutes les informations contractuelles sur les projets, l'archive ouverte HAL, les entrepôts de données sur recherche-data.gouv, et plus récemment, DMP Opidor pour récupérer des informations clés qui ont été déclarées sur le PGD en structuré sur DMP Opidor. Merci. Donc, avec Oasis, on propose une façon un peu nouvelle de faire du reporting scientifique. Et donc, je vais vous expliquer les grands principes où on va proposer, avec Oasis, de venir renseigner pas à pas les avancées du projet à travers des fiches à compléter en ligne. Donc ça permet de faire du reporting un peu d'une nouvelle façon, parce que dès le démarrage du projet, vous avez accès à la trame, au modèle du compte-rendu final. Donc vous avez déjà toutes les questions qui vous seront posées à la fin du projet, et vous pouvez venir renseigner dès le début du projet certaines de ces sections. Oasis va aussi proposer de valoriser des résultats au cours du projet, pas juste à la fin, en renseignant par exemple la fiche résumé public. Vous allez aussi avoir plus facilement être identifié comme projet d'intérêt dans un portefeuille, par exemple, thématique, et de pouvoir participer aux actions, bilan impact, et aussi éventuellement d'être invité à des colloques organisés par l'ANR. Enfin, cette démarche de renseigner pas à pas les avancées du projet contribue donc par rapport aux données produites, par exemple, aux pratiques FAIR et plus largement aux pratiques de sciences ouvertes. Plus concrètement, dans Oasis, chaque projet va avoir trois types de fiches à disposition dès le début du projet pour suivre les évolutions. Donc, comme vous voyez illustré là un schéma d'une vie d'un projet qui commence au T0, donc le démarrage scientifique des travaux du projet, et se termine officiellement au T final, donc la fin d'éligibilité des dépenses. Sur Oasis, on considère que le projet n'est pas terminé forcément au T final, et donc les fiches vont être disponibles jusqu'à 5 ans après la fin du projet. Donc ces trois types de fiches, c'est le compte-rendu,
le plan de gestion des données et le résumé public. Donc, comme vous pouvez voir, ces 3 types de fiches, en fait, sont plusieurs fiches qui sont découpées selon des jalons importants dans la vie du projet. Et évidemment, elles récupèrent toujours le contenu de la fiche précédente. Il y a des niveaux de confidentialité un peu différents en fonction du type de fiche. Compte rendu et plan de gestion des données sont donc à la confidentialité du financeur ou éventuel cofinanceur. Par contre, le résumé public a vocation, comme il porte bien son nom, à être diffusé plus largement. Donc, il faut faire attention à tout ce qui a attrait à la propriété intellectuelle et donc de faire attention à ce qu'on met dans ce résumé public qui a vocation à être diffusé. Si on reprend dans la vie du projet, la première fiche qui va être à renseigner dans Oasis, c'est la fiche plan de gestion des données, puisqu'on attend à 6 mois une première version du PGD qui va donc structurer et présenter les données qui vont être soit produites, soit réutilisées pendant le projet et exposer les premières règles de gestion, de partage, de stockage et éventuellement d'archivage des données produites. Ensuite, à peu près à mi-parcours, on va vous inviter à remplir la fiche résumé public et la valider pour donner une première visibilité à vos résultats que vous avez commencé à avoir dans votre projet. Et à la fin du projet vont arriver le PGD final, la version finale, et le compte-rendu final, ainsi qu'une version finale du résumé public. Donc, comme vous pouvez le constater, on a le PGD et le compte-rendu qui sont des livrables contractuels, et le résumé qui reprend la fonctionnalité qui existait avant dans le CIM, des résumés suivi bilan. Ces fiches vont être directement soumettables dans Oasis. Donc, on va pouvoir soumettre les livrables contractuels et aussi valider les résumés. Donc ça, ce sont des actions qui vont être à la main du profil coordinateur qui va pouvoir soumettre ou valider une fiche. Et ces actions vont déclencher un export automatique. Donc, d'une part, pour les livrables contractuels, lors de la soumission des versions du PGD ou du compte-rendu final, elles seront exportées automatiquement vers notre système d'information métier pour déclencher le solde du projet. Pour le résumé public, la validation par le coordinateur va déclencher un export du contenu vers le site de l'ANR, où chaque projet a une page dédiée avec une adresse unique qui est toujours construite sur le même motif, avec l'adresse du site de l'ANR au début, et à la fin, l'identifiant du projet, le fameux code décision, qui a aussi toujours ANR, l'année de l'édition, l'appel et un petit numéro à la fin. Il reste tout de même des actions qui ne sont pas assurées dans Oasis, mais qui contribuent au suivi du projet et qui sont du coup de l'ordre plus administratif. Donc, tout ce qui est demande de modification, par exemple, si on veut demander de prolonger le projet, s'il y a des modifications dans le consortium, ça, c'est sur le CIM, toujours, qu'on fait ça. Il y a aussi d'autres livrables qui ne sont pas scientifiques, donc hors rapport et plan de gestion des données, comme par exemple l'accord de consortium ou les relevés justificatifs de dépenses, qui sont à faire sur le CIM. Pour info, vous pouvez retrouver toutes ces demandes de modification, échéances de livrables, statuts, etc. sur le portail de suivi administratif des projets ANR, dont l'adresse est là, où vous avez un petit tableau de bord pour suivre justement les échéances et les statuts de tous les livrables. Enfin, Oasis n'est pas déployé sur tous les appels à projets encore du plan d'action de l'ANR, mais ça arrive progressivement. Donc là, j'ai mis en fait les appels à projets qui sont concernés par le suivi Oasis. Donc on a l'appel à projet générique avec tout de même plus de 9000 projets en suivi actuellement, chlordécone, éco-phytomaturation, exploitation scientifique des données des infrastructures de recherche. On a aussi tous les projets des appels SAPS, juste hors action CSCI,
et les projets de l'appel sciences ouvertes réseau. Rentrons un peu plus dans du concret avec le mode d'emploi vraiment d'Oasis. Donc, on commence par se connecter. Pour se connecter, vous avez une mire de connexion où vous allez rentrer votre adresse mail et votre mot de passe pour votre compte SIM. J'attire votre attention qu'il y a des gestionnaires de navigateurs qui pré-remplissent cette mire généralement avec les mots de passe Iris, et donc du coup, on n'arrive pas à se connecter. Pour cela, il faut aller sur le SIM, et il y a une icône petit œil qui permet de regarder le mot de passe, et on vient de retaper dans la mire d'Oasis, et normalement, Sésame, Oasis s'ouvre. Donc, on n'utilise pas seulement le répertoire du SIM sur Oasis, on récupère aussi les rôles des utilisateurs sur les projets. Donc, on va avoir différents profils. On a le profil coordinateur, le profil partenaire, et on a aussi nos chargés de projets scientifiques qui ont accès à l'outil pour pouvoir suivre au plus près les évolutions de vos projets. Donc ça, pour les internes ANR, il y a un lien en bas de la page de connexion. Une fois connecté, on arrive sur l'écran liste des fiches où on va avoir si on a plusieurs projets en tant que coordinateur et partenaire, on va voir en haut les fiches qui sont associées à nos projets en tant que coordinateur et plus bas, tous les projets en tant que partenaire. Vous allez trouver aussi sur cette page un petit bandeau d'actu et astuces que vous pouvez parcourir. Et tout en haut, il y a le lien pour la FAQ, qui peut être assez pratique pour répondre à vos questions. Donc, pour un projet, on retrouve les fiches que j'ai déjà évoquées avant, donc le résumé public, le plan de gestion des données et le compte-rendu. On va pouvoir accéder au contenu de ces fiches avec le bouton Action qui va nous permettre de faire différentes actions dessus. Sur cet écran, on voit aussi que les fiches ont un nom qui porte à la fin l'échéance à laquelle va se fermer la fiche. Donc, par exemple, sur le résumé public, on voit que cette fiche va se terminer, va se fermer au T final plus 3 mois, ce qui correspond à la date qui est indiquée dans la colonne échéance. D'autres colonnes pour ces fiches qui vont indiquer l'état de la fiche et le statut. Donc, l'état est très directement lié aux dates de la fiche. Donc, on va avoir un état ouvert quand on vient sur une fiche dont le jalon de début a commencé, mais l'échéance n'est pas encore arrivée. Les fiches qui ont eu une échéance qui est déjà passée vont être à l'état clos, et celles dont le début n'a pas encore commencé vont être à venir. Pour le statut d'une fiche est directement lié aux actions du coordinateur sur la validation des fiches. Donc, à l'état initial, on aura une fiche à valider ou à soumettre, et une fois que le coordinateur a actionné le bouton, elle passera à l'état validé ou soumis. Un petit point d'attention, c'est que quand une fiche est à l'état ouvert, le profil coordinateur peut soumettre en fait autant de fois qu'il veut, mais en revanche, quand la fiche est à l'état clos, là, il n'y a plus qu'une seule chance de soumettre la fiche. Elle est évidemment à l'état clos modifiable et enregistrable à volonté, mais par contre, le bouton soumettre disparaîtra une fois qu'on aura cliqué une fois. Donc, je dis ça pour les retardataires qui, justement, auraient dépassé l'échéance de la fiche pour soumettre. Par défaut, les fiches sur cet écran sont affichées qu'à l'état ouvert. Vous pouvez accéder à toutes les fiches en cliquant tout simplement sur le bouton « Toutes les fiches » et actionner le bouton des actions pour rentrer dans les fiches qui seraient déjà passées. Donc, sur ces fiches, comme dit, on aura plusieurs actions et qui dépendent des profils des utilisateurs. Tous les profils peuvent exporter toutes les fiches en PDF, donc en trouvant « Exporter » dans les actions de chacune des fiches.
Après, le coordinateur a les droits de modification sur toutes les fiches, compte rendu, résumé. Donc, c'est vraiment à sa responsabilité de compléter les fiches. En revanche, pour des projets collaboratifs, la contribution des partenaires est largement attendue, notamment sur la partie résultats, mais aussi bilan et production. Donc, dans la partie bilan, par exemple, les partenaires peuvent venir renseigner les personnes recrutées dans le cadre du projet. Les partenaires et CPS ont évidemment peuvent voir tout ce qui est renseigné sur les fiches, mais ne peuvent pas forcément modifier le contenu, notamment sur la partie résumé. Dans la fiche PGD, on attend du coordinateur qu'il vienne déposer le PGD en PDF en version intégrale. Et vous voyez que le CPS a aussi la main si jamais il y a besoin de secours. Et comme déjà annoncé, le coordinateur a donc les actions soumettre et valider sur toutes ces fiches. Petite validation ANR aussi sur le résumé avant de l'envoyer sur le site de l'ANR. Et c'est donc pour ça que le CPS a aussi une possibilité de modifier les fiches résumées, notamment pour corriger les coquilles ou les fautes d'orthographe, avant de le valider pour que ça soit diffusé sur le site de l'ANR. Le CPS a aussi le pouvoir de déverrouiller les fiches si jamais il y a eu une mauvaise manip sur la validation ou soumission. Donc, n'hésitez pas à contacter votre chargé de projet scientifique si jamais. Une fois qu'on est rentré dans la modification de la fiche, voilà à quoi ressemble le formulaire à remplir. Et on a donc la fonctionnalité d'accordéon. On peut refermer, ouvrir, les rubriquer, les sections, pour naviguer plus à l'aise, pour être plus confortable dans la navigation. On a aussi un bouton « Ajouter un élément ». Donc ça, si jamais dans un cadre qui est limité en nombre de caractères, vous n'avez pas assez de place, vous pouvez ajouter un élément. Et si vous ne voulez pas finalement ajouter l'élément, vous pouvez le supprimer. Dans la même veine, sur des réponses plus courtes, où il peut y avoir plusieurs items de réponse, vous pouvez ajouter des cadres pour distinguer vos réponses. Enfin, il y a aussi la possibilité d'ajouter un groupe de questions complètes. Donc là, l'exemple est sur les résultats, où vous pouvez même à l'intérieur des questions dupliquées rajouter des éléments, par exemple, pour ajouter plusieurs illustrations à vos résultats. Voilà un aperçu des rubriques qui sont demandées dans Oasis, dans les différentes fiches. Donc, vous voyez sur la fiche compte rendu, résumé public et plan de gestion des données. Et ça, dès le début du projet, vous avez accès à toutes les questions qui vont vous être posées. Comme dit, Oasis va aller pré-remplir une bonne partie du contenu, puisque ça s'articule avec des sources externes, aussi internes avec le SIM. Et donc, vous voyez là un peu la répartition des données qui sont déjà pré-remplies dans Oasis. Donc, pour l'identité du projet, évidemment, toutes les données qu'on a déjà, nous, on les affiche dans Oasis. Il y aura quelques informations très générales sur le projet à déclarer dans cette section-là. En revanche, le rapport scientifique et la partie bilan sont quand même en saisie utilisateur majoritairement. Enfin, on a les productions du projet, donc qui sont récupérées automatiquement de HAL et de recherche-data.gouv. En revanche, il y a certaines catégories qui n'existent pas, et donc on laisse la possibilité aussi de déclarer certains types de productions. Dans la partie résumé public, on va vous afficher le résumé de dépôt. Et il y aura toute la partie donc résumé, bilan, suivi bilan à remplir. Et ça, les cadres sont quand même assez restreints en nombre de caractères. Et donc ça, c'est la partie qui sera diffusée. Donc encore une fois, attention à ne pas mettre des noms de molécules ou de choses qui pourraient relever de la propriété intellectuelle. Et enfin, la fiche PGD où on va récupérer des données clés
qui sont renseignés dans le PGD sur DMP Opidor. Et vous voyez qu'il y a une toute petite partie à saisir. En fait, c'est l'unique question où on va vous proposer de déposer le PDF en version intégrale dans cette section. Un autre type de fiche dont je n'ai pas encore parlé, mais qui peut apparaître en cours de projet ou à la fin du projet, c'est la fiche enquête qui est destinée au profil coordinateur et qui va nous servir dans nos missions de bilan, étude, impact, et qui récupère automatiquement le contenu qui aurait déjà été saisi dans le compte-rendu ou dans les résumés publics. Et vice-versa, si vous remplissez la fiche d'enquête, le compte-rendu et les résumés publics sur les questions communes sera rempli automatiquement avec les réponses que vous avez apportées. Donc, un petit peu de détails sur ces données pré-remplies. Donc, comme dit, notre système d'information métier va faire redescendre toutes les informations contractuelles qu'on a sur le projet une fois par semaine, donc dans la section identité du projet. Une fois par semaine, parce qu'il peut y avoir des modifications de date ou dans le consortium, et donc qui apparaissent la semaine d'après dans Oasis et qui s'ajustent donc aux nouvelles dates. Pour les sources HAL, recherche-data.gouv et DMP Opidor, il faudra au préalable bien lier dans ces sources les objets au projet, donc en ajoutant la métadonnée financeur ANR et l'identifiant du projet. Comme ça, dans la partie production du projet de Oasis, en cliquant sur actualiser les données, HAL, RDG et DMP Opidor, vous allez récupérer automatiquement les productions qui ont été déclarées dans HAL, et donc on répercute toutes les typologies qui existent dans HAL, les jeux de données qui auraient été déposés dans recherche-data.gouv, et enfin des informations clés sur le plan de gestion de données renseignées dans DMP Opidor. Donc un petit focus justement sur ce plan de gestion des données dans Oasis, où vous avez un endroit, enfin un espace de dépôt pour venir déposer votre PGD intégral. Et donc ça, c'est à la main du profil coordinateur. Sachez que le profil CPS peut aussi le faire si ça peut débloquer des soucis. Au passage, là, tout type de PGD est accepté dans Oasis, mais notez que dans DMP Opidor, il y a vraiment un moteur de génération du PGD en un clic, et donc c'est très très simple à générer et venir déposer dans Oasis. L'autre partie de cette fiche PGD, c'est donc d'actualiser des infos clés qui sont renseignées au fil de l'eau aussi, a priori, dans DMP Opidor. Pour cela, il faut que le modèle utilisé pour le PGD dans DMP Opidor soit le modèle structuré. Il faut aussi activer la fonction de partage avec l'ANR pour pouvoir actualiser pour pouvoir actualiser dans Oasis. Mais Laurent vous en parlera un petit peu plus que moi. Donc voilà un petit aperçu d'une fiche PGD pas remplie, où on retrouve toute la partie aspiration de DMP Opidor et l'espace de dépôt. Une fois qu'on a activé le partage avec l'ANR et cliqué sur actualiser les données, on récupère donc des informations clés sur le PGD renseigné dans DMP Opidor. Et pour finir, un peu en vrac, quelques informations sur le fonctionnement qui peuvent vous aider. Le contenu du compte rendu peut être rédigé absolument à votre guise en français ou en anglais. Il y a un peu partout dans Oasis des infobulles qui permettent de préciser certaines instructions. Il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, la FAQ qui peut être très aidante. Et enfin, si vous avez la moindre question de toute façon sur le suivi de votre projet, vous pouvez contacter votre chargé de projet scientifique qui saura sans doute vous y répondre. Et voilà, moi j'en ai fini pour ma partie. Et on peut prendre quelques questions. Moi j'ai quelques questions.
Alors, peut-être d'abord pour les questions techniques sur l'accès aux slides et à la rediffusion du webinaire. Elsa vous a déjà répondu, mais peut-être que le dire à l'oral, ça peut être pas mal. C'est que vous aurez accès à la rediffusion du webinaire et au support et aux slides, qui seront du coup partagés sur le site des rendez-vous de l'ANR. Pour les questions sur les plans de gestion, sur Oasis en général, il y avait... alors, je sais pas, est-ce que je combine les questions entre elles quand il y en a plusieurs qui se répètent ou... Ah oui, c'est le dépôt du PGD sur le CIM. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, la possibilité de déposer sur le CIM existe toujours. En revanche, on encourage pas mal de ne passer que par Oasis. On peut déposer le PGD version intégrale en PDF dans la fiche PGD sur Oasis et le coordinateur, en cliquant sur soumettre, va l'envoyer vers le CIM. Donc, il n'y a pas d'action a priori à faire côté CIM quand vous soumettez votre fiche PGD sur Oasis. Ensuite, il y a plusieurs questions autour, c'est pas vraiment des questions, des remontées de problèmes d'accès à Oasis. Je sais pas si... Oui, alors là, moi, ce que je vous disais, c'est que le problème le plus commun rencontré, c'est qu'effectivement, les gestionnaires de navigateurs pré-remplissent la mire Oasis avec les informations Iris et non SIM. Donc ça vaut le coup d'essayer ça. Après, si le projet n'a pas de suivi ouvert aussi dans Oasis, ou s'il est trop récent et qu'il est toujours en cours de contractualisation, effectivement, Oasis ne reconnaîtra pas l'utilisateur. Donc c'est peut-être aussi un problème de tempo sur des projets qui viennent tout juste d'être contractualisés et les utilisateurs, du coup, ne sont pas encore reconnus sur Oasis. De la même manière, Florence, il y avait une question sur le fait que quelqu'un était inscrit sur PPIA, mais pas sur Oasis. PPIA, oui. C'est donc le truc de la DGPI. Oui, mais je pense que c'est important. Oui, Oasis, c'est pour les projets du plan d'action de l'ANR, et donc du coup, ça exclut tous les projets France 2030 et investissements d'avenir. Il y a une autre question qui était sur l'accès des gestionnaires administratifs à la plateforme Oasis de leurs chercheurs. Est-ce que les gestionnaires peuvent... Non, alors les profils dans le CIM, établissement tutelle, n'ont pas accès à Oasis. Il y a vraiment que les rôles coordinateur, coordinatrice et partenaires de projet qui vont avoir accès à Oasis, puisque l'outil leur est destiné et c'est pour faire du reporting scientifique. En revanche, pour voir si le livrable a bien été soumis, comme je vous le disais, ça arrive dans le CIM, donc si vous avez un accès au CIM, vous pouvez le voir, mais il y a aussi donc, le tableau de bord du portail du suivi des projets ANR qui est très pratique pour avoir une vue d'ensemble justement sur où en sont les livrables des projets. Je vois, il y a une autre question, mais peut-être qu'elle est trop spécifique ou personnelle à la personne qui l'a posée. C'est si on retrouve des projets ANR terminés depuis 3 ans pour lesquels il n'y a pas, pour lesquels des rapports ont déjà été transmis, mais qui ne sont pas visibles, du coup, j'imagine. Est-ce qu'il y a une action rétroactive à mener sur ces projets ? Alors, comme dit au tout début, Oasis met à disposition toutes ces fiches jusqu'à 5 ans après la fin du projet. Donc, on ne vous demande clairement pas de remplir tout le compte-rendu, c'est donc une fiche ex post, mais par contre, vous pouvez très bien lier au projet toutes les productions qui en sont issues, et vous pouvez venir dans Oasis, qui centralise normalement toutes ces informations, si le projet est bien lié au dépôt HAL ou au PGD structuré qui aurait été fait dans DMP OPIDOR. Et donc, vous pouvez actualiser et exporter la fiche pour éventuellement faire du reporting auprès de vos tutelles. Après, le résumé aussi peut être complété si vous voulez donner un peu de visibilité, même après la fin du projet,
aux résultats de vos travaux sur Oasis. Alors, pour savoir qui est votre chargé de projet scientifique, il suffit d'ouvrir la fiche compte rendu et une des premières informations est l'adresse mail de votre chargé de projet scientifique. Il faudra continuer à gérer SIM et Oasis en même temps. Alors effectivement, SIM ne disparaît pas, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses dans la vie d'un projet qui sont d'ordre plus administratif. Donc, comme je le disais, les demandes de modification, les dépôts de relevés justificatifs de dépenses, etc. Tout ça reste dans le SIM. En revanche, Oasis a vraiment vocation d'être l'interface privilégiée pour les responsables scientifiques des projets et donc de pouvoir renseigner les avancées scientifiques et retombées que donne le projet. Pouvez-vous expliquer plus concrètement comment relier DMP Opidor et Oasis? Là, je pense que ça fait une bonne transition, puisqu'on a Laurent qui va nous expliquer comment faire cette chose-là. Donc, je te propose, et puis on reprendra les questions à la fin, n'hésitez pas à continuer à poser dans le chat. Flèche. Attends. Voilà. Donc, je suis bien Laurent Racinou et je travaille, je suis en charge de l'assistance auprès des utilisateurs et des organismes de recherche. Pour l'outil DMP Opidor. C'est un outil qui a été mis en place par l'INIST, donc une unité d'appui et de recherche du CNRS depuis 2016 et qui est mis à la disposition de l'enseignement de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses partenaires français, étrangers, privés. Donc, il permet entre autres de créer des plans de gestion de données, en particulier à partir du modèle commun structuré, dont je vais faire une petite démo ensuite. Vous pouvez profiter aussi de recommandations de vos institutions. Vous pouvez partager votre PGD pour une élaboration collaborative, y compris donc avec des partenaires étrangers et privés. Vous pouvez exporter le plan de gestion de données en différents formats. Et vous pouvez profiter aussi de l'assistance conseil de votre organisme, si votre organisme est administrateur de DMP Opidor. Je profite de l'invitation de l'ANR pour mettre en avant le modèle commun à structurer. Pourquoi? Parce que déjà, il facilitera le choix d'un modèle pour le chercheur. Il permet le partage d'un PGD structuré avec l'ANR. Et il répond aux exigences minimales pour une bonne gestion des données de la recherche et suit le cycle de vie des données. C'est-à-dire que vous allez retrouver toutes les questions en rapport avec la gestion des données, de la production jusqu'au partage, à la conservation et en passant par éventuellement des problématiques de données personnelles. Il permet alors le plan de gestion de données structuré, donc le modèle commun, permet de décrire dans un même plan la gestion aussi bien des données que des codes et logiciels, c'est-à-dire qu'il y a deux formulaires à disposition pour décrire la gestion des données, l'autre pour la gestion des codes et des logiciels de la recherche. Et il facilite alors aussi la saisie, la réutilisation d'informations sur les personnes, les organisations, les financeurs, les services. Et vous aurez aussi accès dans le PGD structuré à des listes de choix. Et enfin, il est recommandé par le réseau Sciences Ouvertes des agences de financement françaises, donc l'ADEME, l'ANR, la NRSMIE, l'ANSES, la FRM et l'INCa. Et donc concrètement, dans un plan de gestion de données structuré
permet de mettre en avant les différents contributeurs à la gestion des données d'un projet, leur rôle, promouvoir l'usage d'identifiants pérennes pour les personnes, organisations, jeux de données. Donc, en récupérant automatiquement des informations sur une personne via l'interrogation du registre ORCID, les informations sur l'affiliation via l'interrogation du répertoire, j'ai fait une petite coquille, du répertoire ou du registre Aurore pour les organisations. Vous pouvez aussi récupérer les informations sur les jeux de données réutilisés donc, pendant votre projet. C'est dans la question 1.2 du modèle commun structuré. Et ces jeux de données que, par exemple, vous réutilisez, produites dans le cadre d'un autre projet ou produites par d'autres équipes de recherche et qui sont identifiées par un DOI. Et vous pourrez interroger depuis DMP Opidor DataSite. Et voilà, vous pouvez mettre en avant le rôle de chacun. Donc là, il y a un lien vers la liste des contributeurs, les rôles, et il permet d'écrire les jeux de données via la mise à disposition aussi de vocabulaire contrôlé. Et donc, tout au long du plan de gestion de données, vous aurez accès à des suggestions, des listes d'entrepôts et de catalogues de données, des équipements, des listes des licences, le plan de gestion de données ou les jeux de données, liste de logiciels de documentation, plateformes, standards de métadonnées. Donc là, toujours un lien vers les référentiels, comment ils sont constitués. Et donc, je vais passer à une démo. Et donc, oui. C'est bon. Ah oui, on voit. Ah oui, d'accord, oui, parce que vous ne voyez pas. Donc, quand vous êtes sur DMP Opidor, il faut déjà se créer un compte et le rattacher à son organisme. Là, moi, j'ai un compte rattaché au CNRS, donc j'ai un bandeau personnalisé CNRS. Donc, si je veux me créer un plan, c'est facile. Vous choisissez créer un plan pour un projet de recherche. Vous pouvez choisir français ou anglais. Et pour le coup, on vous proposera un mode. Si vous choisissez le français, vous aurez le modèle. Comme vous aurez un modèle en français et des recommandations en français et inversement en anglais. Donc, vous arrivez sur une page qui met en avant le modèle commun structuré dont je parlais. Et il y a des autres modèles proposés par d'autres institutions, mais je vais mettre en avant ce modèle commun structuré. Donc, je choisis, je valide mon choix et j'arrive directement. Là, j'ai donc déjà créé un plan de gestion de données et j'arrive sur la partie information générale, c'est-à-dire les informations administratives, et en particulier, vous avez une fonctionnalité bien pratique qui vous permet d'aller rechercher les informations renseignées au moment de la soumission de votre projet. Et là, actuellement, il y a les données administratives de différentes agences de financement, dont l'ANR. Donc, vous choisissez le financement ANR et vous voyez tout de suite apparaître pour les projets financés par l'ANR, vous êtes invité à partager votre plan avec l'ANR. Donc, vous allez, dans un premier temps, rechercher votre projet. Là, je vais chercher un projet. Voilà. C'est un projet dont le porteur était l'IFB, mais nous, à l'INIS, on était partenaire de ce projet. Donc, vous choisissez votre projet, vous enregistrez, et vous avez une pop-up qui s'ouvre. Alors, vous avez... Je vais vous montrer. Alors, vous verrez que les informations... premièrement, les informations de votre projet sont importées, mais on vous demande est-ce que vous souhaitez partager votre plan avec l'ANR.
si vous répondez oui, voilà, vous verrez apparaître une petite étiquette plan partagé avec la NRSE. Cette étiquette restera imprimée, on va dire. Et donc, vous avez les différentes, en même temps, vous avez, comme je disais, les informations importées, donc que vous aviez déjà renseignées au moment de la soumission du projet, et de vous retrouver le titre, l'acronyme, le résumé, le rappel du financement. Bon, après, vous pouvez remplir des informations qui n'existaient pas. Je en profite que je suis là pour montrer derrière, par le partenaire, vous avez la récupération de l'identifiant RNSR. Donc là, c'est la partie administrative, on va dire. Et donc, oui, alors je voulais quand même, si au moment de l'import des données, vous ne souhaitez pas tout de suite partager le plan de gestion de données avec l'ANR, vous pouvez plus tard le partager en allant dans Partager et vous verrez apparaître. Alors là, je vais supprimer. Bah, de toute manière, je l'aurais fait parce que autrement ça a envoyé. Donc, si vous n'avez pas actionné le partage du PGD structuré avec l'ANR, vous allez si vous faites plus tard, vous allez dans Partager et vous trouvez sélectionner ANR et là, vous pourrez enregistrer et ça enverra les informations principales, comme disait Florence, dans le compte Oasis et ça donne accès aussi à l'ANR au plan de gestion de données structuré en format JSON, dans un format exploitable par les machines. Mais cet aspect analyse, ça sera plutôt après moi. Donc ensuite, là, quand vous voulez décrire la gestion de vos données, vous cliquez sur Rédiger et vous arrivez sur une pop-up, on va dire, où vous allez déclarer le type de... voilà, vous allez créer un produit de recherche et suivant le type que vous allez choisir, soit c'est des jeux de données, modèles, objets physiques, workflow, soit vous aurez, donc si vous choisissez jeux de données, vous aurez jeux de données et autres que logiciels, vous aurez un formulaire. Je vais montrer quel type de formulaire. Vous aurez un formulaire avec des questions plus spécifiques à ajouter. Donc, vous arrivez sur des rubriques et des questions concernant la gestion des données d'un projet. Si par contre vous voulez décrire la gestion d'un logiciel, vous créez un nouveau produit et vous choisissez le type logiciel et vous allez créer un autre produit de recherche dans le même plan de gestion de données, dans lequel, là, vous aurez vraiment un formulaire spécifique avec des rubriques et des questions spécifiques au logiciel. Alors, pour rédiger votre plan de gestion de données, vous pouvez vous avez à disposition des aides du type recommandation. Alors, comme là, je vais retourner dans mon produit de recherche pour décrire des données. Si je clique par défaut, si je clique sur sélectionner les recommandations appliquées à votre plan, comme j'ai rattaché mon compte au CNRS, j'ai par défaut les recommandations du CNRS qui vont m'accompagner tout au long du plan de gestion de données, mais je peux choisir des recommandations d'autres organismes. Donc là, je n'ai même pas besoin d'enregistrer parce que par défaut, et vous retrouverez tout au long des questions des recommandations que vous pourrez voir apparaître dans ces petites bulles. Donc là, DMComputer, là, c'est les recommandations rattachées au modèle structuré, mais à côté, vous voyez CNRS et des recommandations données
données par le CNRS et en particulier aussi par le service de protection des données. Et donc, tout au long du plan de gestion de données, vous aurez pour chaque question des recommandations du CNRS. Voilà. Donc, je voulais rajouter, oui, j'en profite également. Oui, ce que je disais, vous pouvez accéder tout au long du plan de gestion de données à des listes. Et là, je peux montrer, par exemple, les listes des entrepôts de données. Et derrière cette liste, vous avez, j'enregistre, et vous avez une description avec quelques informations que vous récupérez automatiquement sur l'entrepôt de données. Donc, autre fonctionnalité de base, vous pouvez, donc, comme je disais, aussi partager avec d'autres collaborateurs. Et vous pouvez alors demander, ça c'est une aide aussi, mais en fonction, ça dépend de l'organisme, de votre organisme de tutelle. Derrière des Unpopidor, il peut y avoir des services d'accompagnement de votre organisme qui sont administrateurs de Unpopidor et qui activent une fonctionnalité de demande d'assistance conseil. Et donc, si vous cliquez, ça enverra un message. Là, si je clique, ça enverra un message au service d'accompagnement du CNRS. Mais si vous êtes à l'Université de Lorraine et que vous avez rattaché votre compte à l'Université de Lorraine, ça enverra un message au service d'accompagnement pour prévenir que là, Laurent Racineau a fait une demande d'assistance. Donc, vous avez le moyen d'être aidé dans le plan de gestion de données et d'être aidé et d'être mis en contact avec des services d'accompagnement qui pourront vous aider dans la rédaction du plan de gestion de données et plus largement dans la gestion de vos données. Je pense que là, je peux m'arrêter là pour la démo. Juste, il doit rester quelques autres slides, parce que là, c'est un raccourci des fonctionnalités et j'ai mis dans le PowerPoint. Ah, oui, c'est moi. Voilà, donc pour vous aider, donc là, le lien direct vers le tutoriel où vous pourrez accéder à, où vous seront présentées toutes les fonctionnalités de Unpopidor, donc produit par Doranum. Là, j'ai mis en premier le lien. Alors pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles dates, mais l'année prochaine, il y aura des nouvelles dates pour un webinaire. Et là, vous pourrez poser vos questions aussi après une démo. Vous pouvez aussi, j'ai mis le lien vers recherche particulier, les ateliers de la donnée qui sont une aide locale en particulier à la gestion des données, mais aussi en particulier au service d'accompagnement pour les plans de gestion de données. Et aussi, là, j'ai mis aussi le répertoire des services opérationnels, donc SES, PGD, et là, c'est les référents vraiment spécialisés dans le plan de gestion de données, dans différents organismes. Et donc, vous avez aussi tout d'autres liens vers des ressources. Et voilà, donc, voilà, j'ai remis l'adresse, l'URL de l'application et vous pouvez aussi nous contacter pour nous poser des questions. Voilà. Donc là, moi, j'ai fini. Merci. Je pense que c'est tout moi. Alors, je ne sais pas si on s'arrête pour les questions On peut ou peut-être, plus tard. Il y a quelques questions vraiment très Unpopidor. D'accord. Il me semble qu'il y a... Oui, Doit-on créer autant de produits de recherche qu'il y a de jeux de données distants?
Ça dépend si les jeux de données, oui, sont différents, vaut mieux. Si ces jeux de données sont de nature différente et qui en plus ont une gestion différente, il vaut mieux décrire, créer différents produits de recherche parce qu'ils pourraient être déposés dans des entrepôts différents, ils peuvent être stockés aussi dans d'autres endroits. Certains jeux de données peuvent avoir des problématiques de données personnelles et d'autres produits de recherche non. Donc voilà, dans ces cas-là, il est plutôt conseillé de décrire, de créer différents produits de recherche. Un plan créé dans Opidor par le coordinateur d'un projet partagé avec l'ANR est-il automatiquement partagé avec les partenaires du projet ou doivent-ils également créer leur propre plan et le rattacher individuellement au projet? Non, il y a le porteur. La pratique, c'est le porteur du projet qui se crée un plan de gestion de données et ensuite il peut aller, comme je vous montrais, il peut et il doit, s'il veut que la rédaction soit collaborative, il va dans l'onglet partager de son plan de gestion de données et il partage avec les collaborateurs et ils travailleront sur le même plan de gestion de données parce que l'ANR n'a pas besoin de plusieurs. Et ça facilite. Voilà, il a besoin d'un plan de gestion de données et de toute manière, ça vous évite de multiplier des plans de gestion de données et de mettre des liens entre divers plans de gestion de données. Là, donc, vous aurez accès au même plan de gestion de données. Alors après, vous, en tant que porteur, vous pouvez donner des droits particuliers. En tant que porteur ou créateur du plan de gestion de données, vous pouvez donner des droits soit de lecture avec des commentaires, soit des droits d'édition. Donc là, les collaborateurs pourront répondre aux questions et des droits de copropriétaire. Et là, pour le coup, ils auront les mêmes droits que le propriétaire porteur du projet. Alors, il y a eu plusieurs commentaires aussi de gens qui sont allés sur DMP Opidor et qui ne voient pas l'onglet partage. Et donc, a priori, c'est qu'ils n'ont pas utilisé un modèle structuré. S'ils veulent partager avec l'ANR, oui, j'aurais dû répéter plusieurs fois, oui, pour pouvoir activer la fonctionnalité pour pouvoir partager avec l'ANR son plan de gestion de données depuis DMP Opidor automatiquement. Il faut que le plan de gestion de données soit créé avec un modèle commun structuré. Donc, avec un modèle, vous devez avoir créé votre plan de gestion de données avec le modèle structuré. Sinon, vous n'aurez pas cette fonctionnalité de partage avec l'ANR et vous ne retrouverez pas dans Oasis les informations essentielles de votre plan de gestion de données. Oui, j'ai déjà eu, dans mes activités d'assistant, j'ai déjà vu, oui, mais je n'arrive pas à retrouver dans Oasis, je ne retrouve pas mon plan de gestion de données dans Oasis. Et pour le coup, quand je regarde, c'est parce que le plan de gestion de données créé par le chercheur n'a pas été créé avec un modèle structuré. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Mais sachez que dans Oasis, on accueille les PDF des modèles non structurés aussi sans problème. Et je vois qu'il y a pas mal de questions au moins 2 sur des plans de gestion de données à 6 mois qui ont déjà été déposés dans SIM avant le déploiement de la fonctionnalité dans Oasis et donc validés par l'ANR. Donc ça, il n'y a pas de problème. On garde bien les livrables. Il n'y a pas besoin de venir redéposer un plan de gestion de données 6 mois dans Oasis pour que soit considérée la première version que vous aviez déjà déposée, si en plus elle est validée par l'ANR. Oui, la fonctionnalité de partage automatique, on va dire, avec l'ANR, elle existe depuis fin juin. Voilà. C'est assez jeune.
On accueille tout le monde. Alors, le copier-coller du mot de passe Iris ne semble pas fonctionner sur Oasis. C'est donc tout à fait normal puisque c'est le mot de passe SIM qu'il faut récupérer. Et généralement, le copier-coller sur un mot de passe ne fonctionne pas. Il faut aller regarder donc dans SIM, le mot de passe pré-rempli. Il y a une icône petit œil et vous pouvez voir, il faut le retaper dans Oasis. Il y a une question, en fonction de quelle information du PGD la rubrique demande de l'assistance est-elle paramétrée? Pour le coup, il faut que votre organisme, quand vous créez un compte, vous le rattachez à votre tutelle. Si votre tutelle n'est pas administrateur de DMP Opidor et qu'il n'a pas activé cette fonctionnalité demande d'assistance conseil, sur votre PGD, vous ne verrez pas apparaître l'onglet demande d'assistance conseil. Donc, ça veut dire que... Alors après, vous pouvez, si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez nous écrire et nous, on pourra... s'il n'y a pas cette fonctionnalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de service d'accompagnement dans votre organisme et nous, on pourra vous aider à trouver, ou alors soit vous recherchez vous-même dans les ateliers de la donnée, mais nous, on peut retrouver les services d'accompagnement si vous avez besoin, qui pourront vous aider. Voilà. Et vous pourrez partager le plan de gestion de données avec eux. Voilà. Ok, parce que je vois là, par exemple, qu'il y a une question vraiment qui porte sur la description des données dans DMP Opidor. Donc ça, clairement, il y a des services d'accompagnement qui pourront vous répondre très précisément. N'hésitez pas justement à passer par les canaux ouverts dans DMP Opidor pour demander de l'aide et poser vos questions très précises. Oui, et de toute manière, quand vous êtes sur DMP Opidor, vous pouvez toujours contacter quelqu'un DMP Opidor. Et si vous posez une question alors qu'il y a un service d'accompagnement, nous, on vous redirigera. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours quelqu'un derrière DMP Opidor, que ce soit un service d'accompagnement ou que ce soit l'équipe DMP Opidor. Voilà, donc il y a là les questions sur le format, si effectivement on a déjà commencé à utiliser un autre format de PGD. L'ANR accueille tous les formats, donc vous pouvez déposer le PDF. Et effectivement, même si vous avez activé le partage avec un modèle structuré, dans Oasis, vous ne ferez apparaître que les informations clés et il manquera tout un tas d'informations que vous avez renseignées dans DMP Opidor qui sont donc dans le PDF intégral qu'on vous invite à déposer en plus dans Oasis. Évidemment, vous avez vu qu'en perspective, effectivement, un jour, on récupérera l'intégralité du plan de gestion de données dans Oasis et il n'y aura plus à déposer un PDF, mais on n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, comme livrable contractuel, on demande un PGD intégral en PDF déposé dans Oasis et qui sera exporté vers le SIM à l'action soumettre. Il y avait une petite question qui est en partie répondue sur le fait si on a déjà déposé un PGD sur le SIM et qu'il a été validé. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on garde l'historique. On n'est pas obligé de revenir déposer un livrable 6 mois qui a déjà été validé dans le SIM. En revanche, si on a un modèle structuré pour le PGD dans DMP Opidor, rien n'empêche de le partager avec l'ANR et de venir l'afficher dans Oasis, parce qu'on aura donc les données renseignées dans DMP Opidor actualisées dans Oasis, ce qui est très... Oui. Comme la question était posée, je pensais bien d'avoir répondu à nous. Il y en a une autre peut-être. Dans le SIM, il fallait déposer une version à mi-parcours et pas dans Opidor, visiblement. Non, il n'y a plus d'obligation sur cette version mi-parcours pour l'ANR. On demande une version à 6 mois du plan de gestion des données, donc qui expose vraiment les bases des données qui vont être produites ou réutilisées et qui va être alimentée en cours de projet en fonction de ce qui se passe sur ces données, et une version finale, donc notamment où on attend une réflexion sur la stratégie de partage, d'archivage des données qui ont été produites.
Sachant en plus que DMP-Opidor est un outil de rédaction de plan de gestion de données, donc il n'y a pas de plan de gestion de données à déposer sur Oui. Opidor. Vous C'est rédigez vraiment le PGD sur oui. Opidor et ensuite vous le déposez. Oui, c'est un outil d'aide. Oui. C'est pas un outil de l'ANR, hein, mais c'est un outil d'aide à l'élaboration de plans de gestion de données. Ok. Donc, on a vu, il y a beaucoup de questions. On ne va pas répondre à toutes les questions, mais on aura un résumé des questions que vous avez posées à la fin de ce webinaire. On pourra les regarder plus tard de notre côté. Désolé si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, je vais vous présenter comment le lien est fait entre Oasis d'une part et Recherche DataGouv et DMP-Opidor d'autre part pour récupérer les informations concernant les jeux de données du projet. Donc, je voulais aussi commencer par faire un rappel sur les engagements des bénéficiaires de l'ANR concernant le partage et l'ouverture des données. Donc, dans le texte du plan d'action 2026, il est écrit que les bénéficiaires de l'ANR s'engagent à faciliter le partage et la réutilisation des données de la recherche, en particulier pour les données liées aux publications, et à fournir dans les 6 mois qui suivent le démarrage du projet une première version du plan de gestion des données. Plus loin, il est aussi dit que les bénéficiaires s'engagent à déposer les données qu'ils souhaitent publier dans un entrepôt thématique de référence ou dans recherche.data.gouv en indiquant la référence du projet ANR dont elles sont issues, donc en donnant l'identifiant du projet, le code décision qui est ici, par exemple, ANR 26 CE640001. Le partage, donc en fonction des projets, il y a bien évidemment des contraintes spécifiques qui peuvent s'appliquer à un projet, et ces contraintes peuvent du coup limiter l'ouverture et le partage des données. Donc à l'ANR, on suit le principe du aussi ouvert que possible, et pas plus fermé ou aussi fermé que nécessaire. Donc voilà, donc on a cet objectif d'essayer d'ouvrir au maximum les données, mais bien sûr quand il y a d'autres contraintes qui s'appliquent, il n'y a pas une obligation absolue de le faire. Concernant les entrepôts donc thématiques de confiance où déposer les données, le Comité pour la science ouverte, ou COSO, a travaillé à élaborer une méthodologie pour identifier des critères qui faisaient qu'un entrepôt pouvait être considéré de confiance, donc qui permet d'assurer un accès pérenne aux données qui sont déposées. Et donc, en faisant ce travail-là, ils ont aussi rédigé une liste d'entrepôts qui ont été désignés comme étant de confiance. Et cette liste est relayée sur Recherche DataGouv, donc vous pouvez y aller pour la consulter. C'est une liste qui est évolutive, donc qui sera mise à jour par l'équipe du COSO, et non exhaustive. Donc il y a certains entrepôts qui peuvent être utilisés dans certaines disciplines qui sont de confiance, mais qui ne font pas partie de cette liste parce qu'ils n'ont pas été encore évalués par l'équipe du COSO. La dernière mise à jour en date de cette liste date d'avril 2025, et elle contient actuellement donc 52 entrepôts qui sont répartis sur 7 disciplines différentes, à savoir l'archéologie, l'astronomie, la biologie, la chimie, la physique, les sciences de l'environnement et les sciences humaines et sociales. Je vous ai rajouté en dessous quelques entrepôts pour donner un exemple. Donc, il y a NACALA, European Nucleotide Archive, Crystallography Open Database, eBrains, etc. Donc, où déposer les données de la recherche. Donc, ce qu'il faut favoriser avant tout, c'est un entrepôt thématique qui est digne de confiance. Si jamais vous utilisez un entrepôt, il y a un entrepôt très bien identifié dans votre communauté qui ne fait pas partie de cette liste, vous pouvez utiliser la méthodologie d'identification publiée par le COSO pour déterminer si en effet c'est un entrepôt de confiance ou non. C'est peut-être le cas. Mais si malgré tout, il n'y a aucun entrepôt de confiance qui est identifié, alors il est recommandé de déposer vos jeux de données dans l'entrepôt recherche.data.gouv. S'il existe dans un espace, donc c'est une collection qui est créée par votre institution de recherche
et administré ou géré par un administrateur. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien de la slide pour aller vers la liste des espaces institutionnels qui existent. Et le cas échéant, donc si vous n'avez pas d'espace institutionnel, vous pouvez utiliser l'espace générique de recherche.data.gouv. Toutes ces informations sont résumées dans un logigramme qui a été produit par Recherche Data.gouv pour justement vous aider à déterminer dans quel entrepôt vous pouvez déposer vos données. Donc, une fois que vous avez votre jeu de données et que vous le déposez dans Recherche Data.gouv, pour faire le lien avec Oasis, il est important que vous renseigniez des métadonnées, notamment des métadonnées sur le financeur, sur la subvention ANR que vous avez reçue. Donc, là, vous avez à votre gauche une présentation donc, des informations sur la subvention. Vous devez sélectionner l'agence de financement qui vous a donné la subvention et indiquer l'identifiant pour l'ANR. Donc, ça sera votre identifiant projet, ANR 19, CE14, etc. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, Oasis sera en mesure de récupérer les jeux de données, les données de la recherche qui ont eu cet identifiant renseigné. Donc, si on regarde sur Oasis, les informations qui vont être récupérées, ça va être donc, là, la mention des différents jeux de données déposés dans RDG avec leur identifiant pérenne qui est aussi mentionné. En plus des données de RDG, donc il y a les données qui sont décrites dans vos plans de gestion de données structurés. C'est aussi une information, comme Laurent et comme Florence vous l'ont déjà présenté, c'est une information qui est récupérée par Oasis. Donc, lorsque vous partagez votre plan de gestion de données structurées sur DMP Opidor et que vous partagez avec l'ANR, côté Oasis, on sera capable de récupérer des informations issues du plan de gestion de données structurées, dont notamment des descriptions sur les produits de recherche, et ces informations seront retrouvées dans la catégorie sur la fiche plan de gestion des données. Voilà, donc en plus de cet usage-là, de cette fonctionnalité de partage avec l'ANR, donc pour afficher des informations sur Oasis, il y a aussi une autre utilisation de ces plans de gestion de données partagés, qui est l'exploitation et l'analyse du contenu des plans de gestion de données, de ces plans de gestion de données-là, qui sont partagés avec nous. Et donc, je vais commencer par vous faire une petite description statistique, ou en tout cas vous présenter le nombre de plans de gestion de données partagés via DMP Opidor. Grâce à Laurent et l'équipe de DMP Opidor, on a une estimation du nombre de plans de gestion de données structurés en lien avec l'ANR qui sont présents sur DMP Opidor. Ça monte à environ 4400 plans de gestion de données. Aujourd'hui, donc, le nombre de plans de gestion de données structurés qui nous sont partagés, il s'élève à 359. Le fait que lorsque je mentionne 4400 plans de gestion de données structurés présents sur DMP Opidor, le fait que ce soit une estimation, ça vient du fait que sur DMP Opidor, on peut créer un plan de gestion de données, l'associer avec un projet ANR, mais en fait, c'était un test qu'on voulait effectuer. On a oublié de cocher la case qui notifie ce plan comme un plan test. Et en fait, il sera comptabilisé dans ces plans-là. Mais en fait, ces plans-là n'auront pas vocation à être complétés ou rédigés plus complètement, ni à être partagés avec l'ANR. Donc, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à 4400 plans de gestion de données structurés partagés avec l'ANR. Mais bon, on en est à 359. Parmi ces 359 plans de gestion de données, il y en a 31 qui sont des duplications de plans de gestion de données. Donc, ça veut dire que ce sont en fait des plans de gestion de données qui ont le même identifiant ou pour un même projet, en fait, donc un même identifiant de financement, il va y avoir plusieurs plans de gestion de données qui font référence, sachant qu'on s'attend à avoir un plan de gestion de données par projet financé. On a besoin donc de filtrer ces doublons. Ce qui fait qu'on n'en obtient que 328 à la fin, après filtrage. Donc, pour éviter d'avoir des duplications de plans de gestion de données, ce qui est recommandé comme pratique, c'est d'avoir un plan de gestion de données qui sera mis à jour au fil de l'eau et au fur et à mesure que le projet avance. Et il sera possible de, du coup, faire évoluer la version du plan, donc de le faire passer d'un PGD initial
un PGD intermédiaire à un PGD final, directement sur des MPOPIDOR, mais en gardant le même plan de gestion des données. Voilà, donc ce que je voulais finir par dire, c'est que cette fonctionnalité de partage a été mise en place en juin 2025, donc ça fait à peu près 6 mois qu'elle est utilisable, qu'elle est actuelle, qu'elle est utilisable. Donc c'est normal qu'on ait 359 plans de gestion de données partagés, correspondant à 328 projets ANR, et on s'attend à en recevoir d'autres. Si maintenant on regarde l'état d'avancement des plans de gestion de données partagés, on peut voir que c'est essentiellement des plans de gestion de données en version initiale qui nous ont été partagés, ce qui est encore une fois normal vu que la fonctionnalité a été mise en place en juin de cette année. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a aussi des gens qui se sont connectés à des MPOPIDOR et qui ont partagé leur plan de gestion de données en version initiale. Et on remarque aussi qu'il y a certains plans de gestion de données pour lesquels il n'y a pas de version qui a été renseignée, qui a été indiquée. Donc voilà, je vous invite à le faire. Oui, donc une fois qu'on a cette information-là, on vous a présenté donc les entrepôts qui sont thématiques de confiance. Et donc on s'est posé la question de quels sont les entrepôts qui sont en fait indiqués au sein des plans de gestion de données par les chercheurs. Donc, une première analyse qu'on a effectuée, c'est sur la présence d'une mention d'entrepôt au sein du plan de gestion de données. Donc, on peut voir qu'il y en a un peu moins de 100 de plans de gestion de données qui ont mentionné un entrepôt pour leur jeu de données décrit, et qu'il y en a à peu près 250 qui ne l'ont pas fait. Encore une fois, c'est une statistique qui n'est pas surprenante parce qu'on a beaucoup de plans de gestion de données en version initiale. Et vu que c'est une information qui... alors, c'est important de la considérer dès le début du projet, mais vu que c'est une information qui concerne le partage des données, c'est souvent une étape qui arrive à la fin du projet, donc c'est pas dérangeant qu'on n'ait pas 100% des plans de gestion de données qui aient cette information-là renseignée. Et donc, si je me concentre sur les plans de gestion de données avec entrepôt, on peut voir quels sont les entrepôts qui sont mentionnés. Donc, ça, c'est un graphique qui présente la mention des différents entrepôts au sein des plans de gestion de données. Et on peut voir donc Zenodo arrive en tête, suivi de l'espace générique de recherche DataGouv, les espaces institutionnels de recherche DataGouv, NACALA, HAL, European Nucleotide Archive, etc. Sur ce graphe, je vous ai présenté les 20 entrepôts les plus mentionnés. Il y en a d'autres, mais voilà, je me suis dit que pour ne pas surcharger la slide, c'était bien de se limiter à 20. Et donc, ce qu'on peut voir en vert, ce sont les entrepôts donc, rattachés à Recherche DataGouv, et en jaune, les entrepôts qui font partie de la liste des entrepôts thématiques de confiance du COSO. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, que Recherche DataGouv est bien identifié par les chercheurs comme un entrepôt qu'ils peuvent utiliser, donc c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour l'analyse des plans de gestion de données structurés. Et je passe la main à Juliette. Merci. Alors, de mon côté, je vais vous parler des publications que vous déposez dans HAL et de la façon dont celles-ci vont remonter et s'afficher dans l'outil Oasis. Et en fait, ça va fonctionner de la même façon que pour les jeux de données, c'est-à-dire que c'est cet ajout de la référence ANR lors du dépôt dans HAL qui va permettre d'associer la publication au projet et de la faire remonter dans Oasis, mais aussi d'alimenter d'autres outils dont je vais vous parler juste après. Alors, j'ai voulu commencer par un rappel de la politique science ouverte de l'ANR concernant le dépôt dans HAL. Donc, le responsable scientifique partenaire des projets financés par l'ANR s'engage à déposer le texte intégral de leur publication scientifique dans l'archive ouverte nationale HAL, avec une licence CC BY au plus tard au moment de la publication, et à mentionner la référence ANR du projet de recherche dont elles sont issues. Donc, je vous ai mis une capture d'écran où on voit lors du dépôt la partie financement, vous pouvez indiquer votre code projet ANR et vous pouvez déposer votre publication soit dans HAL générique, soit dans votre portail institutionnel. Et l'ajout de la référence ANR basculera automatiquement votre publication dans le portail HAL ANR. Alors, comment ça se présente dans Oasis ? Eh bien, vous avez dans la section production du projet
les différentes rubriques qui correspondent aux typologies de documents qui sont disponibles dans HAL, donc publication, prépublication, etc. Donc, comme je le disais juste avant, pour que les publications puissent remonter et s'afficher dans l'outil Oasis, il va être nécessaire d'ajouter la référence ANR de votre projet lors du dépôt. Donc là, on voit une petite vidéo où il suffit d'indiquer les premières lettres de votre projet et puis de l'acronyme, et puis vous aurez un menu déroulant, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur ce qui s'affichera pour que votre projet votre publication soit associée à votre projet. Alors, à noter que cet ajout de la référence ANR, c'est une démarche qui a été largement simplifiée, puisque avant, c'était un champ libre, hein, il fallait écrire manuellement son projet. Et aujourd'hui, grâce au jeu de données projet qu'on dépose sur data.gouv, eh bien, il n'y a plus qu'à renseigner, voilà, comme je le disais, les premières lettres, et puis vous n'avez plus qu'à cliquer pour associer l'application au projet. Alors, dans Oasis, les publications qui sont remontées se retrouvent donc là, sur la capture d'écran de droite. On voit ce qui s'affiche, donc le titre, auteur, l'identifiant pérenne, le DOI, et puis la référence HAL. Donc, que ce soit article dans une revue, communication, poster, donc tout s'affiche comme vous le voyez à droite. Alors, ajouter le code projet ANR lors du dépôt dans HAL, donc ça va vous permettre de retrouver l'ensemble de vos applications dans l'outil Oasis, comme je viens de vous le montrer, et donc de mettre vos productions à l'actif de votre projet sans avoir à l'indiquer manuellement de nouveau dans l'outil. Et ce n'est pas la seule fonction, parce qu'en fait, cet effort qui vous est demandé d'ajout de ce code, au-delà de remplir Oasis, ça va aussi permettre d'alimenter d'autres outils, donc comme le portail HAL ANR. Donc, ce portail, il a été créé en 2020 avec le CCSD, qui gère HAL, et ce portail il permet de valoriser les publications qui sont financées par l'ANR. Alors, la spécificité de ce portail, qui est un portail financeur, c'est qu'il va permettre une consultation des publications par projet. Donc, dans les portails institutionnels, vous pouvez naviguer, au départ, vous pouvez naviguer donc, par auteur, par publication, par domaine, et ce que permet donc les portails financeurs comme le portail ANR, c'est cette navigation par projet ANR. Donc là, par exemple, je vous ai mis une capture d'écran où, dans la recherche avancée, vous pouvez faire des recherches par acronyme de projet ANR, acronyme de programme, code décision. Et puis, là, voilà, on a un résultat d'une recherche avancée. Et bien, on voit à gauche qu'il y a différents filtres par projet ANR, par programme. Donc, on peut faire des croisements. Voilà, et on peut voir donc à quel projet ANR une publication est associée. Toutes les informations se retrouvent dans les métadonnées de la publication. Outre l'affichage des publications dans le portail HAL ANR, Florence en a parlé au début de son intervention, l'indication de la référence du projet ANR dans le dépôt de HAL va participer à cette démarche qu'on appelle la démarche « Dites-le nous une fois ». Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, l'ANR dépose sur DataGouv ces données associées au projet financé. Ces jeux de données ils vont ensuite être moissonnés par plusieurs de nos partenaires, donc le CCSD pour HAL, puisque comme je vous l'ai montré, donc, il y a la complétion automatique des informations des projets financés, aussi par l'INIS, donc pour DMP-OPIDOR, pour les informations renseignées dans le modèle commun structuré de plan de gestion de données, et aussi par recherche data.gouv pour les jeux de données. Donc, quand vous utilisez ces infrastructures, donc quand vous déposez vos publications ou vos jeux de données, eh bien, quand vous les associez à votre projet, eh bien, ces informations, ces productions, jeux de données, publications, eh bien, on va pouvoir être retrouvées pour les projets du plan d'action, vont pouvoir se retrouver sur la plateforme de suivi Oasis, comme on le voit là à droite du schéma. Donc, vous pouvez retrouver les informations du plan de gestion structuré, les publications déposées dans HAL, voilà, etc. Et pour terminer, je voulais vous parler quand même du baromètre sciences ouvertes de l'ANR, puisque l'ajout en fait, de la référence ANR lors du dépôt dans HAL va aussi permettre d'alimenter cet outil. Donc, le baromètre sciences ouvertes de l'ANR, c'est une déclinaison locale du baromètre national, et qui nous permet donc, de mesurer le taux d'accès ouvert des publications scientifiques associées à un projet ANR.
Pour élaborer ce baromètre, en fait, on constitue un corpus de publications financées par l'agence en utilisant différentes sources, HAL, donc OpenAlex, le Web of Science et aussi l'analyse des rapports finaux de fin de projet. Donc c'est ici en fait où l'importance de renseigner son projet, où c'est important donc, de renseigner son code projet lors du dépôt dans HAL, parce que grâce à cette association-là, on va pouvoir récupérer les publications associées au projet et alimenter ce baromètre, et notamment avec les publications qui ont été publiées après la date de fin de projet, parce que les chercheurs donc, renseignent leur publication de leur rapport final, mais ils continuent aussi de publier après la date de fin de projet, et grâce à cette pratique de dépôt, à cette association publication-projet, eh bien, on pourra toujours mettre au crédit du projet les publications publiées après la date de fin. Et voilà. Bonjour, j'enchaîne sur quelques exemples rapides de ce qu'on peut faire avec tout ce que vous déposez sur Oasis. Lorsqu'on essaie de mettre en valeur les projets de l'ANR et ce qu'il en ressort. Et souvent, on utilise ce qui a été présenté par ma collègue, une fiche Oasis qui s'appelle enquête, c'est-à-dire qu'il y a quelques questions complémentaires par rapport au suivi de projet pour essayer de faire un point. Généralement, ces enquêtes sont envoyées quand il y a une valorisation qui est prévue du côté de l'ANR. Donc, je vais vous donner 3 exemples. Typiquement, ça c'est un peu toutes les enquêtes qui ont déjà été envoyées. Donc, il y a eu des enquêtes sur chlordécone déjà, sur Ecophyto, sur les PRCE, sur les projets en partenariat avec soit la Suisse, soit l'Allemagne, soit l'Autriche, sur Sciences Ouvertes, sur SAPS. Voilà, il y a pas mal d'enquêtes qui sont parties. On met un point d'honneur à bien faire le lien quand vous êtes sollicité sur plusieurs enquêtes. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément à tout retaper, et c'est tout l'intérêt d'Oasis, c'est que ce qui a déjà été répondu reste, et puis après, si vous voulez compléter dans le cadre d'une autre enquête, parce que ça s'y prête, c'est toujours possible. Mais donc, on fait vraiment ce lien pour vous éviter du travail en double. Évidemment, toutes les infos qu'on a citées avant et qui sont pré-remplies, on y a accès. Et voilà un petit peu ce qui peut en ressortir, par exemple. Donc, l'agence vraiment porte un intérêt tout particulier à certaines réalisations, valorisations qui sont faites au sein des projets et qui sont ce qu'on pourrait dire des valorisations un peu moins traditionnelles, c'est-à-dire pas forcément uniquement un article avec comité de lecture, mais il y a aussi des projets dans lesquels les chercheurs peuvent avoir des prix. Et donc ça aussi, c'est des réalisations qui ont toute leur importance au même titre que d'autres. Les jeux de données et logiciels, on en a parlé. Pour certaines typologies de projets, c'est parfois même presque plus important qu'un article à comité de lecture. Et puis, tout ce qui est vie du projet, c'est-à-dire le fait qu'un projet fait partie d'une histoire. Et donc, parfois, il va y avoir des projets suites, alors au niveau de la commission, au niveau d'autres instruments de l'ANR, au niveau de partenaires. Et toute cette partie-là est très importante. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on arrive à relier grâce à vos réponses qui sont apportées dans Oasis. Et on peut les citer, par exemple, en exemple. Alors, on n'est pas toujours exhaustif, mais c'est volontaire. En tout cas, on cite des exemples dans les productions qui s'appellent les focus de l'ANR, qui sont dédiées un petit peu à rendre compte d'instruments de financement de l'ANR. Donc là, c'est des exemples tirés d'un qui a été publié sur la coopération franco-suisse dans le cadre de la APG. Et donc, comme je vous le disais, il y a aussi eu une enquête sur les PRCE, et donc ça va paraître incessamment sous peu. Il y aura le même type d'informations qui sont très riches pour l'ANR pour essayer de comprendre un petit peu comment s'inscrivent ces projets dans une vie de chercheur, dans une vie scientifique. Un autre exemple de valorisation des réponses, donc il y a des parties, donc les premiers c'était peut-être un petit peu plus des indicateurs qu'on récupère, et puis il y a du verbatim qui peut arriver sur des questions de type impact de votre projet. Donc on va parler d'impact scientifique, donc souvent ça c'est lié aux publications et à éventuellement des brevets, des choses comme ça. Ensuite on peut avoir de l'impact sur le laboratoire, c'est-à-dire que un projet ne va pas forcément donner lieu à des choses qui sont qu'on valorise plus traditionnellement, des brevets ou autres,
mais va pouvoir permettre de réorganiser un petit peu la vie dans un laboratoire, par exemple, c'est-à-dire que on va se rendre compte qu'une thématique est vraiment en train de prendre de l'ampleur et être très forte au sein du laboratoire. Donc, on va recentrer les efforts du laboratoire, par exemple, ou alors, enfin voilà, des choses comme ça. Ça a permis d'organiser des collaborations qui vont irriguer le laboratoire. Toutes ces informations-là sont très précieuses, c'est du verbatim et on l'utilise. Et donc, il y a un cahier qui s'appelle Océan qui est paru à l'occasion de l'année mondiale de l'océan et de la grande conférence mondiale à Nice en début d'année. Et donc, on reprend des informations de ce verbatim dans ce cahier, par exemple. Un autre exemple, on a eu récemment un colloque au Sénat sur l'engagement citoyen dans la science. Donc, c'est beaucoup les projets qu'on appelle SAP, Science avec et pour la société, qui ont été mis à l'honneur dans le cadre de ce colloque. Et donc, je vous ai mis en copie d'écran le programme de ce colloque. Donc, il y a eu tout un tas de discussions. Et pour nourrir les discussions, il y a eu justement ce qui a pu être récupéré grâce à vos informations dans Oasis sur un petit peu les territoires sur lesquels se portaient les projets, sur plein d'autres éléments d'impact qui ont pu vraiment nourrir la discussion. Donc, toutes ces informations-là sont grâce à Oasis, gardées. C'est-à-dire que c'est pas vous nous répondez une fois par mail et 2 ans plus tard, si on a de nouveau des questions, on n'arrive pas à retrouver les réponses, même si les mails sont bien rangés, je caricature évidemment. Néanmoins, c'est très centralisé dans notre outil et ça permet que tous ces éléments que vous nous fournissez puissent être utilisés pour mieux comprendre comment se passent vos projets, pour comprendre aussi les difficultés auxquelles vous faites face, pour comprendre des éléments parfois qualitatifs importants liés à vos projets, et aussi, ça paraît plus évident, des éléments quantitatifs. Donc voilà, tout cela est vraiment étudié avec attention et sert à chaque valorisation, colloque, publication et bilan que nous faisons. Donc c'est quelques exemples parmi d'autres. Merci à vous. Je passe à la slide suivante. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, c'est la fin des interventions. On a mis de petits contacts et liens pratiques sur cette diapositive de fin. Donc, encore une fois, aide FAQ sur Oasis. Une fois connecté, vous allez trouver beaucoup de questions-réponses, normalement, pour vous aiguiller. L'accompagnement aussi sur les différents outils de l'ANR est assuré par les personnes chargées de projets scientifiques, les CPS. Donc, vous avez leur contact, encore une fois, en haut de la fiche compte-rendu sur Oasis. Il y a aussi une hotline que vous pouvez contacter pour Oasis si vous avez des soucis un peu plus techniques. Et j'ai remis aussi la page des engagements pour la science ouverte de l'ANR. Et vous avez le contact aussi, la boîte générique pour contacter mes collègues qui pourront vous répondre concernant vos questions sciences ouvertes. Et aussi des contacts pour DMP au Pidor et le lien vers le site. Je vous propose qu'on s'arrête là et que les questions qu'on a reçues par chat, on y réponde individuellement. Mais encore une fois, vous pouvez donc écrire aux différentes adresses si vous avez des questions un peu précises et on sera là pour y répondre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.